Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes le jeudi 7 juin, le soleil, les couleurs et l'été arrivent à Lens. En pleine installation, le Bubble Sky remplace le Umbrella Sky et va égayer la rue de la Paix cette année. Les chantiers de l'hôpital et de l'A21 avancent avec le département. Nous vous emmenons dans ce JT visiter la médiathèque de Givenchy, le city-stade d'Ablain-Saint-Nazaire et la déchetterie de Noyelles-sous-Lens. Arnes recevait les familles la semaine dernière et les Arnésiens avaient rendez-vous avec la musique. Et notre invité du jour, Zico Toumba, ancien footballeur, il aide aujourd'hui les enfants du Congo grâce au football avec son association Espoir pour l'avenir. Et n'oublions pas notre Fred Peter pour le sport avec cette semaine les seniors arnésiens en finale de la Coupe d'Artois, la Gaillette Cup du week-end. Et le nouvel entraîneur du RC Lens. Tout de suite, je rejoins Nathalie qui, à la fin de ce JT, vous donnera ses sorties pour le week-end. A tout de suite sur Télégoël. Il remplace cette année les parapluies. Patricia Cunha revient et installe des ballons depuis dimanche dernier rue de la Paix. Le Bubble Sky remplace le Umbrella Sky à Lens. C'est en effet une bande multicolore qui va de nouveau égayer la rue de la Paix à Lens cette année. Plus de 6000 ballons gonflés pour cette occasion. Orchestré par Patricia Cunha, le Bubble Sky vous propose dès ce vendredi à 19h l'inauguration avec de nombreuses animations. Expo, balades, festivités en partenariat également avec Festilance et le Pain Doré. Maxime Deleu et Maxime Lanvin sont allés rencontrer Patricia Cunha en pleine installation. We were invited by the tourism of the city and the city hall, the mairie. Today we are doing a project we call the Floating Bubbles. It's meant to create some kind of fantasy with a lot of color in the streets to contrast with the gray of the cities. And this project has a particularity. When it has sun, it will paint the ground without using paint because of the reflections of the bubbles. The idea of the project is based on the color, and it's children's toy that we blow when the bubbles came out. So we tried to put a little color in that, so some kind of experience, creating a little bit of fantasy. Also, we came last year with umbrellas. It's our known project is the Umbrella Sky. And this year with this different project, it's also a rainbow above the street. Our next project is in our hometown. It's a city called Águeda. It's where we started our work. It's a big project for the summer. It involves the umbrellas and also a lot of painting in the streets, a lot of color. Une artiste d'origine portugaise qui tombe à pic pour la fête nationale de ce pays. Camille van der Schelden, Maxime Deleu et Maxime Lanvin sont partis à la rencontre de Damien da Silva, restaurateur du Pain Doré, qui organise un repas spécial Portugal pour l'occasion dans le centre-ville de Lens. Alors moi je suis d'origine portugaise, mes parents sont nés au Portugal, moi je suis né en France, donc la moitié de ma famille vit au Portugal, donc mes racines sont toujours là-bas, mais moi je suis ici. Donc on organise la fête nationale portugaise qui aura lieu ce samedi, donc sur la plage Jean Jaurès. À l'occasion, nous préparons des plats portugais ainsi que des pâtisseries pour le jour J. Donc on a justement pris en même temps l'inauguration de cet événement pour associer les deux et puis pour pouvoir faire une fête portugaise. Ça fait toujours plaisir, ça fait parler du Portugal, donc toujours en bien. Après
de nombreuses années qu'on parle successivement du Portugal. Je pense que ça porte un plus à la communauté portugaise qui est en France et au pays qui est là-bas pour que les gens puissent aller visiter et profiter de notre pays. Venez nombreux samedi sur Lens, vous pourrez déguster des pâtisseries ainsi que des plats et puis en même temps visiter ce que Patricia Cunha nous a préparé. Merci à tous. Philippe Duquesnoy, maire de Arnes, a remis la semaine dernière la médaille de la famille française à ses concitoyennes méritantes, mères de famille qui ont accompagné leurs enfants dans leur éducation, leurs loisirs, mais aussi dans leurs études supérieures. Un moment d'émotion pour ces mamans, femmes au foyer. Jeudi, Claude Leroy, président du conseil départemental du Pas-de-Calais, s'est rendu sur le territoire du bassin minier afin d'échanger sur des opérations portées ou accompagnées par le département. Au programme, 3 rendez-vous, une rencontre au dépôt de Tadao de Grenay pour la future formation de plusieurs bénéficiaires du RSA, une visite de chantier au niveau de la jonction A21 et Aix-Noulette, et enfin la visite des travaux du rond-point du futur hôpital de Lens. L'élu nous a confié quelques mots, tout comme Mathieu Bielfeld, chargé des grands projets routiers au département. C'est un moment important parce qu'on sait que la santé est une des préoccupations majeures de nos concitoyens. Naturellement, ce n'est pas de la compétence du département, mais nous voulions d'une certaine façon accompagner ce projet pour marquer aussi le fait que le département est présent sur les grands équipements. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un grand équipement qui est là, en l'occurrence hospitalier, mais qui peut être aussi une zone d'activité demain, eh bien, pour s'y rendre, il faut des routes. Et ces routes, ce sont des outils de développement qui facilitent à la fois le confort, la sécurité des habitants. Et c'est pour ça que nous voulions souligner l'importance d'un chantier qui est réalisé comme celui d'aujourd'hui. Mais encore une fois, je voulais rappeler que le département, en termes routiers, c'est 96 millions d'investissements chaque année et de montrer à quel point nous étions présents sur tous les grands chantiers attendus par les habitants du département. C'est, on peut dire, la première pierre du futur hôpital de Lens. L'hôpital de Lens va bouger à partir de l'année prochaine et il lui faut un accès à la fois pour faire le chantier et à la fois pour pouvoir accéder au futur dans l'hôpital. Donc ce giratoire, ce sera la porte d'entrée de l'hôpital. Alors ça a démarré mi-mai et on en a jusque mi-septembre. Alors beaucoup plus facilement, on va circuler beaucoup plus facilement qu'avant, puisqu'avant il y avait des stops quand on sortait des bretelles. Aujourd'hui, les gens qui sortent de l'autoroute, au lieu d'avoir un stop, ils auront un carrefour giratoire. Donc un giratoire fluidifiera ce carrefour-là et surtout le sécurisera. Et c'est pour ça aussi que de l'autre côté du pont, de l'autoroute, on fera le même giratoire l'année prochaine. Dans le cadre de ses compétences, l'agglomération de Lens-Liévin s'est rendue lundi dernier sur le site Innova de Noyelles-sous-Lens, site qui valorise les ordures ménagères dites non recyclables pour les convertir en énergie électrique. Sylvain Robert et Jean-Luc Musili ont visité l'usine qui, rappelons, est mise à disposition par l'agglomération pour une durée de 20 ans. Non, disons que dans le cadre d'une logique de troisième révolution industrielle, dans le cadre de l'économie circulaire, donc l'agglomération à ce jour, au travers de la loi TEPCV, donc souhaite augmenter son taux de valorisation des déchets, donc en mettant en insistant sur la collecte sélective, les actions de sensibilisation et de communication, en vue de réduire, les déchets à incinérer. Bon, il reste quand même cependant une part de déchets encore incinérables à traiter, d'où aujourd'hui l'envoi de ces déchets sur le centre de Noyelles-sous-Lens, centre qui a été mis en délégation à la société Innova qui exploite en gros ce centre pour le compte de l'agglomération. Et on a une traçabilité de l'ensemble des lasseries. Innova Opération est une société qui exploite des usines d'incinération de déchets en France. Ici celle de Noyelles-sous-Lens, donc de la collectivité de Lens-Liévin, représente un tonnage de 75 000 tonnes de déchets qui sont donc apportés par collecte porte à porte tous les jours ici sur le site pour être donc valorisés ensuite en énergie électrique. Donc la production électrique du site est de 8 MWh.
ce qui représente environ 10 000 foyers en production, en besoin d'électricité. Bon, les déchets donc arrivent par camion, sont vidés dans une fosse de réception, sont repris par un système mécanisé pour être introduits dans un four. Ce four a une température supérieure à 850 degrés, va éliminer le déchet. On va profiter de la chaleur produite par l'incinération de ce déchet pour transformer de l'eau en vapeur. Et cette vapeur, donc, on va la surpresser et alimenter une turbine et un alternateur pour produire l'électricité. Et par contre, le déchet, lui, une fois incinéré, il va rester ce qu'on appelle le mâche-fer. Ces 20% restants vont être utilisés toujours en valorisation en technique routière, fondation de route ou de parking. Tout est utilisé, rien n'est jeté. Vous voyez le mâche-fer qui tombe directement du chêne tapis. 6 classes de 3e du département et de l'agglomération de Lens-Liévin étaient réunies lundi dernier pour présenter leur exposition sur la guerre 14-18. Accompagnés par un photographe, les élèves se sont essayés à des techniques artistiques qu'ils ont découvertes avec un ludique enthousiasme. Camille van der Schelden, Maxime Deleu et Maxime Lanvin ont assisté à la restitution de l'exposition à la MAC de Salomine qui reste visible jusqu'au 12 juin prochain. Les collégiens du département et de l'agglomération Lens-Liévin avaient rendez-vous lundi dernier à la MAC de Salomine pour présenter leur exposition sur la Grande Guerre. C'est un travail qui a été mené par le département avec l'association Dans la boîte pour laquelle je travaille. Donc moi je suis photographe et on a emmené des collégiens de 3e sur les traces de la Grande Guerre. Donc ils ont fait 3 techniques photographiques et aussi de la sérigraphie. On faisait une médiation dans les collèges, donc on venait expliquer la technique et la préparer pour 6 collèges. Donc chaque collège a fait une technique différente. Entre sténopée, minutéros et sérigraphie, les élèves se sont pris au jeu. On a pu voir un procédé qu'on n'avait jamais vu, donc oui, c'est très intéressant. Bah pareil, ça m'a beaucoup intéressé parce que j'aime bien les photos. Au début, on devait mettre l'affiche dans le minutéros et ensuite avec la lumière, l'image elle allait se refléter sur la feuille. Et ensuite, pour bien la voir, il fallait la tremper dans 2 liquides différents. Et le pire, c'est qu'on voyait pas parce qu'il fallait pas qu'il y ait de lumière à l'intérieur. Du coup, on faisait tout dans le noir. Savoir ce qui s'est passé, ça me paraît évident que c'est important. Et puis par ce biais-là, ça leur permet de retenir différemment et peut-être certains qui ont un peu de mal avec simplement l'écrit puissent s'exprimer autrement. Et c'était l'idée aussi, elle est là derrière. Et ils ont fait un super boulot quand même. Donc voilà, on peut les féliciter. Un projet aux notes positives pour les collégiens, prêts à retenter l'expérience. L'Harmonie de Arnes et la compagnie Tation jouaient samedi dernier au Centre culturel Jacques Prévert de Arnes. Hommage aux célèbres bandes originales du 7e art avec au programme Mission Impossible, Pirates des Caraïbes, Retour vers le futur ou encore Harry Potter. Merci Nathalie, on se retrouve tout à l'heure pour l'agenda. Tout de suite, on retrouve notre invité du jour, Zico Toumba, ancien footballeur professionnel. Il vient nous parler de son association Espoir pour l'avenir qui utilise le football pour aider les enfants au Congo. Zico Toumba, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Bonjour. Alors, je le rappelle, vous êtes ancien footballeur professionnel. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours ? Ce qui vous a amené à créer cette association dont on va parler ? Tout simplement, écoutez, j'ai commencé à jouer au foot à l'âge de 13 ans, donc j'ai été formé au Football Club de Metz. J'ai passé 7 ans là-bas dans toutes les équipes de jeunes et puis jusqu'en professionnel. Et après, je suis parti en Alsace, à Mulhouse, et puis j'ai plus fait ma carrière aux Pays-Bas, où j'ai passé 6 ans, et j'ai terminé ma carrière au FC 7. Alors, vous êtes président d'une belle association qui s'occupe des enfants, qui s'appelle l'Espoir pour l'avenir. Quel est son but exactement ? Le but est d'aider en fait les enfants avec un projet éducatif, de pouvoir les former, les éduquer, les instruire, tout ça en lien avec le football. Pourquoi avoir choisi de créer cette association là-bas au Congo ? Tout simplement parce que je suis natif du Congo, donc je suis né là-bas. Et donc, depuis que j'ai commencé à jouer au foot, j'avais toujours envie de pouvoir aider mes compatriotes là-bas. Donc, je ne sais pas quoi je suis passé. C'était avec un plaisir pour utiliser le football comme moteur d'éducation pour aider les jeunes du Congo.
Comment vous avez été accueillis quand vous avez présenté ce projet là-bas aux enfants et aux familles qui sont sur place? Ben écoutez, ça a été très bien accueilli, mais sauf que bon, c'était un peu difficile parce que l'association a été créée en 2010 et c'est seulement en 2016 où on a réussi à mettre quelque chose en place là-bas. Donc nous avons créé notre école de foot là-bas donc depuis 2016 qui s'appelle le Centre Elika. Elika qui veut dire espoir. Donc voilà, donc il fallait connaître comment dirais-je, toutes les personnes là-bas pour justement mettre ça en place. Donc là, je suis très content, très satisfait du travail qu'effectue Jean-François Aloua, un avocat qui se démêle pour justement aider cette jeunesse. Est-ce qu'on peut resituer un petit peu la situation des enfants là-bas et des familles à l'époque où vous avez décidé de faire ce centre de formation? Il y avait eu la guerre avant le centre sportif Elika se trouve dans la ville de Kisangani, c'est à 2 heures de vol de Kinshasa. Kisangani, c'est une ville donc, qui est en province, donc qui a beaucoup souffert avec la guerre. C'est une ville très riche, que ce soit en diamants, en or ou même tout simplement au niveau des personnes en elles-mêmes. Bon, c'est une ville, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a énormément souffert avec les armées ougandaises et rwandaises qui venaient justement se battre à Kisangani. Et donc là où vraiment ça a créé énormément de dégâts. Et comme j'ai un ami qui est natif de là-bas, ça le tenait à cœur qu'on puisse créer quelque chose là-bas, donc Olivier Assassé. Donc c'est pour cela qu'on s'est retrouvé dans cette ville pour essayer de donner un espoir pour l'avenir, tout simplement. Alors, quels sont vos projets au sein de l'association? Le projet, tout simplement, c'est aujourd'hui, l'association se trouve ici en France, donc c'est de pouvoir, comme je l'ai fait d'habitude, organiser des matchs de gala, essayer de trouver des dons, de faire des collectes du matériel sportif et justement pour pouvoir continuer à donner la possibilité aux gens qui sont sur place là-bas et aux enfants de pouvoir, voilà, faire du sport tout simplement et vraiment que ça soit vraiment une passion et qu'on ne les retrouve pas dans la rue à ne rien faire. Donc tout simplement voilà, donc on est là, on essaye vraiment d'apporter ce qu'on peut avec quelques partenaires justement pour pouvoir aider ces enfants. Bien sûr, l'objectif étant dans quelques années, j'espère, pour mettre vraiment un vrai centre de formation pour que les enfants puissent être hébergés sur place. Donc voilà. Et vous ne faites pas que le football, apparemment, vous avez développé aussi le basketball et d'autres sports. Voilà, en fait, c'est pouvoir utiliser vraiment les sports comme un moteur d'éducation. Donc là, on a commencé avec le football parce que c'est mon domaine. Mais là, bien sûr, il y a le basket, il y a le judo. Donc c'est pouvoir vraiment s'étendre vraiment sur tous les sports, que ce soit collectif ou individuel. Mais bon, on y va tout doucement et il y a déjà le football et le basketball qui est en place. Et puis, on a beaucoup de gamins. Parfois, malheureusement, on est même obligé d'en refuser. Alors, comment on peut aider l'association? Vous me parliez ce matin de collecte de chaussures de football, par exemple, parce que les enfants là-bas n'ont pas forcément de basket. Oui, c'est vrai, exactement. Donc, moi, j'ai lancé une opération collecte de chaussures de football par les clubs où je suis passé ou même par le club où j'entraîne au S-Ronc, justement pour venir en aide là, parce que la plupart, oui, bien sûr, s'entraînent encore à pieds nus. Donc voilà, on sait qu'on a toujours parfois les enfants ou les familles qui ont toujours une paire de baskets, des clubs de foot de la région peuvent peut-être en fin d'année collecter les baskets. Et voilà, puis, les baskets ou les chaussures de football. Des maillots, des vieux maillots dont ils ne servent plus. Exactement, tout ça peut nous servir justement pour pouvoir aider ces enfants. Alors, vous avez des grands noms du football qui vous soutiennent. Je pense notamment à Robert Pires, qui est venu soutenir une de vos actions. Oui, exactement. Robert, qui est un ami, parce qu'on a joué ensemble au FC Metz, on a partagé la même chambre. C'est quelqu'un qui soutient l'association. Nous avons des gens comme Erita Ilunga, nous avons des Heredia Mayombo, nous avons des grands noms qui, justement, par le tournoi de futsal, même l'association de Black Star, qui est une association des anciens joueurs professionnels, qui nous aide énormément
qu'ils nous soutiennent pour justement, parce qu'ils trouvent qu'aider ces enfants, c'est vraiment très bien. Et voilà, même que ce soit ici sur place, j'ai un très bon ami, Kofi Annie, qui fait énormément du bon travail justement pour l'organisation et tout ça. Donc on essaye de pouvoir mettre toutes nos forces ensemble justement pour essayer de donner le sourire et un espoir pour l'avenir à ces enfants. Ouais, d'ailleurs, on a fait une émission spéciale 98 avec le RC Lens. On peut peut-être leur demander de faire un petit match de gala, les anciens, pour votre association. Il faut peut-être leur lancer un appel. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bon, nous savons, on le sait très bien que ce soit les footballeurs actuels ou les anciens professionnels, ils sont vraiment très ouverts à ces genres à ces genres de manifestations. Donc je fais appel à tout le monde, à tous ces anciens pros, à tous ces Lensois qui ont fait champion de France 98 devant le FC Metz. Voilà. Ils ont gagné devant le FC Metz. Ils ont terminé en 98, ils ont terminé devant le FC Metz. On était en train de se battre pour le titre de champion. Félicitations à eux. Et donc, mais je sais que quand je sollicite la plupart des joueurs comme ça, ils répondent toujours présents. Donc le football, on est une famille, donc à chaque fois quand on est appelé par un qui a une manifestation comme ça, on essaie toujours de répondre présent. Donc je compte sur eux, mais je sais qu'ils répondront présent. On peut se renseigner sur un site internet, sur une page Facebook? Oui, page Facebook, tout simplement, Espoir pour l'avenir. Donc voilà, il y a toutes les infos là-dessus, même sur le centre sportif Elikia. Donc vous avez toutes les infos, vous avez tous les photos de l'école de foot, des gamins, tout ce qu'on fait, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, tout simplement. Déjà, merci à vous de votre invitation. Et puis, je compte justement sur la famille du football ou la famille hors football, ceux qui aiment le foot, ceux qui ont envie d'aider ces enfants, que ce soit peu importe le sport. Nous sommes preneurs et puis voilà. Et voilà. Alors, on souhaite à tous ces jeunes enfants de réussir leur parcours et de continuer à croire en leurs rêves, surtout. Merci d'être venus sur Télégoël, Zico Toumba. On rappelle la page de l'association, la page Facebook, c'est Espoir pour l'avenir. Il y a un mail peut-être non, oui, tout se trouve sur la page Facebook. La page Facebook, voilà, exactement. Et tout de suite, on retrouve notre ami Fred Peter pour sa rubrique sport. Bonjour Fred. Bonjour Valérie. Comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien, et toi? Très bien, très bien. On commence ce JT Sport avec du changement au niveau du Racing Club de Lens. Oui, Valérie, nommé à la tête de l'équipe pro du Racing Club de Lens le 22 mai dernier à la place d'Éric Sicora, Philippe Montagnier a été présenté officiellement à la presse ce mercredi en présence du directeur général Arnaud Pouille et du manager sportif Éric Roy. L'ancien entraîneur de Boulogne-sur-Mer et de Valenciennes, passé également par la Real Sociedad, Rennes ou encore Nottingham Forest, a signé un contrat de 2 ans chez les Sang et Or avec une année optionnelle. Avec une forte envie que le club retrouve la Ligue 1, Philippe Montagnier a adhéré au nouveau projet sportif du RCL. Il s'est dit heureux et ravi de diriger l'un des clubs les plus emblématiques du football français et a également souligné l'importance des valeurs et des qualités humaines qui ont fait basculer son choix donc de rejoindre le Racing Club de Lens. Il s'explique au micro de Christophe Billouard. Ce qui a été retenu chez Philippe, c'est son travail, c'est sa relation avec le travail, sa détermination, voilà, et puis surtout son attachement à l'institution et aux valeurs. Et ça, pour ça, on avait eu des super échos, voilà. Je pense que vous aussi. Donc, c'est vraiment les 3 critères qui ont été déterminants dans l'avenue de Philippe. On m'a tout de suite parlé de valeurs, et moi je pense que tout projet sportif, tout projet de jeu s'appuie d'abord sur des valeurs, après sur des compétences et après bien sûr sur de la qualité humaine. Et le deuxième critère, c'est sur les qualités humaines. C'est-à-dire que quand vous voyez les 3 personnes du club et puis que vous voyez tout de suite que ça se match, qu'on a tout de suite des affinités, la même vision des choses, tant sur le plan du projet sportif que de la manière de le mener, ça a été une évidence. C'est quelqu'un qui a de l'expérience effectivement par rapport à ce projet qui est le nôtre.
quelqu'un qui a de la personnalité, quelqu'un qui est un francophone, parce que je trouvais pour nous c'était aussi important de trouver un entraîneur pas forcément français, mais en tous les cas quelqu'un qui pouvait communiquer, un bon communicant, et vous voyez qu'il l'est, quelqu'un qui connaisse et qui maîtrise l'environnement d'un club populaire, mais également de la région. Alors lui, il a été Boulogne, Valenciennes, donc c'est quelqu'un que je pense qui est attaché aux valeurs de... Il se dit lui-même, et c'est toi qui le dis souvent, un ch'ti d'adoption, d'après ce que j'ai compris. Donc, ce que je dois dire aussi, c'est qu'il y a eu d'autres entraîneurs qui ont été contactés, et des entraîneurs de haut niveau également, et que tout le monde était intéressé par le projet du RC Lens, quoi qu'il arrive, et que personne, au premier coup de fil, nous a dit non. Donc c'est vrai que c'était aussi une belle satisfaction. Maintenant, notre choix, il a été toujours celui de Philippe, et aujourd'hui, on a été très content de pouvoir arriver au bout de cette première prise de contact. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est, et vous l'avez bien compris, c'est le travail d'équipe. Mais pas seulement avec mon équipe, avec mon staff, avec le club. Moi, je suis venu au football, par la passion, comme beaucoup, la passion du jeu, mais surtout le partage. On a envie de jouer avec les copains dans la cour d'école, on n'a pas envie de jouer tout seul. Donc, moi, je suis très attaché à ce travail collectif, que ce soit avec mes joueurs, que ce soit avec mon staff, ou que ce soit avec la direction du club. Au sujet de l'effectif, on sait très bien qu'on est dans un renouveau. Il y a beaucoup de joueurs. L'objectif pour moi, c'est quand même de réduire l'effectif avec une bonne composition de jeunes du centre, parce qu'il y a quand même une académie ici, un centre de formation très performant, des joueurs, je dirais, en devenir, à fort potentiel. Il faut qu'on arrive à donner, il faut que j'arrive à donner avec moi et mon staff un état d'esprit à cette équipe qui corresponde aux valeurs du club, des supporters. Et avant de parler de jeu, on va parler de générosité, on va parler de travail, on va parler d'humilité, parce qu'ici c'est une terre qui est humble. Donc voilà, je sais aussi l'ADN du RC Lens, c'est quand même le jeu vers l'avant, et il va falloir qu'on soit aussi extrêmement généreux, solidaire, et qu'on arrive à produire ce jeu-là qui a fait la force du RC Lens dans le passé. Là on est dans le présent, mais je pense qu'il y a quelques paramètres à prendre en compte avant de déterminer vraiment le projet de jeu. Mais avant, ça sera un projet de vie. Et ça va être important. Le nouveau coach lensois en a profité pour présenter son nouveau stade, Fred. Oui, Valérie, il sera épaulé par 3 hommes. Il sera épaulé par Philippe Lambert, son adjoint, Stéphane Witterlack, son préparateur physique, et Thierry Malaspina, son entraîneur des gardiens, qui officiait avant à l'OGC Nice. Un 4e adjoint pourrait venir étoffer son équipe très prochainement. Cette conférence de presse a aussi permis de faire le point sur le mercato. Côté départ, 8 joueurs en fin de contrat ne seront pas gardés. Parmi eux, 4 en fin de prêt. Brice Djadjedje qui repart du côté de Watford, Alex Gersbach qui repart en Norvège, Karim Hafez et Clément Chantôme qui lui va retrouver le Stade Rennais. 2 accords de principe sont actés également du côté des départs. Frédéric Duplu va retourner en Belgique pour jouer à Louvain. Et enfin, l'attaquant croate Ivan Landrić a négocié une résiliation de contrat à l'amiable. 3 autres joueurs sous contrat ne figurent pas dans le prochain projet du club lensois. Les responsables n'ont toutefois pas cité les noms des joueurs concernés. 7 jeunes joueurs, par contre, sont dans le projet du club et pourraient être prêtés lors de l'exercice 2018-2019, à savoir Didier Després, Moussa Silla, Maxence Carlier, Valentin Vochkoviak, Guillaume Beguin, Simon Benza et enfin Bilal Bari qui a signé récemment son premier contrat professionnel. Du côté des arrivées, là aussi pour le moment c'est assez calme, mais il y a eu 4 accords de principe annoncés hier lors de cette conférence de presse, à savoir l'arrivée du gardien de but Jean-Louis Leca qui jouait à l'AC Ajaccio, le latéral droit Fabien Santonze, ancien joueur d'Évian Tonon-Gaillard et qui jouait cette saison à Clermont, le latéral gauche Arial Mendy, issu du centre de formation Diem Bars de Jimmy Adjobiboko, jouera normalement au Racing Club de Lens, et enfin l'attaquant de l'US Orléans Yannick Gomis portera également le maillot lensois la saison prochaine. Ces 4 joueurs devront passer toutefois une visite médicale avant la signature. Le club étudie également le profil d'un défenseur suite à la grave blessure de Jean-Kévin Duverne. Le club étudie également le profil d'un milieu défensif ou encore d'un attaquant axial. Pour finir, Nicolas Douchet va lui aussi quitter le club. Il pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain pour entraîner les jeunes gardiens. Et enfin, Dusan Zvetinovic, annoncé partant lors du dernier mercato hivernal, fait partie du projet 2018-2019.
Enfin, concernant l'avenir d'Eric Sicora, rien n'est pour le moment défini. Le club doit le rencontrer dans quelques jours pour parler justement de son avenir au sein du club. Le week-end dernier, plusieurs jeunes s'étaient donné rendez-vous à la Gaillette, justement. Et oui, pour la Gaillette Cup, des équipes U10 de France et de toute l'Europe avaient répondu présent. C'était un tournoi organisé par le Racing Club de Lens qui proposait plusieurs activités en marge de ce tournoi, comme par exemple un atelier Cécifoot organisé par la section Cécifoot de l'AS Violaine. Cette section va d'ailleurs faire partie du Racing Club de Lens à partir du 1er juillet prochain. Camille Tombré a suivi les rencontres depuis le bord du terrain pour Télégoël. Le week-end dernier, plus de 400 jeunes joueurs U10 se sont rencontrés sur les terrains du Racing Club de Lens pour la seconde édition de la Gaillette Cup, direction le centre technique et sportif d'Avion. Alors la Gaillette Cup, c'est avant tout un grand tournoi qui se déroule sur toute la région des Hauts-de-France, avec 12 tournois préliminaires, avec 12 clubs partenaires. Alors pour ces 2 jours, on a 36 équipes qui nous viennent, donc 12 clubs professionnels invités, les 12 clubs organisateurs et aussi nos 12 gagnants sur chaque tournoi, un qualifié qui vient représenter son club. Donc 36 équipes pendant 2 jours sur les installations de la Gaillette. Donc cette année, le plateau professionnel est assez relevé. On a eu les clubs comme l'Atlético de Madrid, l'Olympique Lyonnais, Strasbourg, l'Estac de Troyes, le Créteil, le Paris FC qui avait gagné l'édition 2017, le club de l'Académie de Duet London qui nous vient de Londres, le club de La Louvière de Belgique et bien sûr les équipes de Lens qui représentent le club. 36 équipes se sont donc affrontées pour tenter de détrôner le Paris FC, tenant du titre 2017. Parmi ces jeunes joueurs se trouvent peut-être des futurs Varane, Mbappé, Pogba, Ronaldo, Messi ou même Griezmann. Tout d'abord, c'est avec plaisir que j'ai eu l'honneur d'être le parrain de cette édition. Et voilà, en plus, par la même occasion, je tiens aussi à remercier à tous les participants qui ont permis cet événement. Et en plus, nous avons le temps qui est au rendez-vous. C'est magnifique, ça nous permet aussi d'avoir un mélange de structures amateurs et le monde professionnel pour cibler cet événement. Ça fait 2 jours que je suis sur tous les terrains, je regarde toutes les équipes et il y a énormément de talent sur les pelouses, donc c'est vraiment bien pour l'avenir du football français tout simplement et voilà, il y a beaucoup de plaisir sur de structures exceptionnelles. C'est une grande fierté d'être ici dans les structures du RC Lens et voilà, l'événement est plus que réussi, donc chapeau à tous ceux qui ont participé à mettre tout ce tournoi en œuvre. La finale a opposé l'équipe de Boulogne-Billancourt face au Paris FC. L'ambiance était au rendez-vous. Les 2 équipes ont tout donné sur le terrain. Boulogne-Billancourt menait 2-1 jusqu'à l'égalisation à la dernière minute du Paris FC. Tir au but pour les joueurs, la pression était à son comble, mais Boulogne-Billancourt s'est incliné face au Paris FC qui a remporté une seconde fois le titre de vainqueur de la Gaillette Cup. Eux, ils vont jouer la finale de la Coupe Yves Saint-Aubin, l'une des coupes les plus importantes au niveau départemental, c'est l'UAS Arnes. Et oui, les Arnésiens affronteront dimanche Marle-les-Mines-Lozinghem au stade municipal de Saint-Angoël à partir de 17h30. L'UAS fait une très belle saison, le club ayant remporté le titre de champion de Détroit avec une large avance, il faut quand même le dire. Télégoël est allé à la rencontre de ce club amateur qui trace sa route tranquillement. Un reportage signé Valérie Lannoy. Le club il existe depuis 20 ans. Avant il y avait 2 clubs. La ville a décidé de rassembler les 2 clubs pour en faire un seul depuis 1990. Le plus haut niveau du club c'est Promotion Excellence, donc il correspond à la D2, la division dans laquelle on va monter cette année vu qu'on finit champion de Détroit. Donc moi je suis arrivé il y a 6 ans, essentiellement en priorité pour reprendre l'équipe première.
Et depuis 5 ans, j'ai repris la responsabilité de l'école de foot où on avait à l'époque 80 enfants et maintenant on est à 260 enfants. Donc on était parti sur un projet sur 5 ans. Donc là on arrive au terme de ce projet-là. La finalité c'est que l'équipe première, on était toujours en haut du classement, mais il nous manquait toujours un point ou un but. Voilà. Donc cette année on a réussi à faire un parcours quasiment parfait parce qu'on finit champion de la division des 3 poules. La cerise sur le gâteau, c'est que on a réussi à faire un parcours aussi en Coupe d'Artois. Donc on est finaliste la semaine prochaine, ce week-end contre Marne-les-Mines à Saint-Goël. Vu le parcours qu'on a fait, on a été éliminé prématurément en Coupe de France dès le premier tour. Ça nous a peut-être fait du bien parce que la priorité ça restait le championnat cette année parce qu'on s'était fixé. Moi j'avais pris une forte décision par rapport à ça. Maintenant la Coupe d'Artois on l'a joué normalement comme il fallait la jouer. On a toujours joué des équipes supérieures à nous hiérarchiquement. Donc notamment en quart de finale et en demi-finale on joue 2 R4 donc Saint-Nicolas et Bourguet où on a la chance de gagner, de faire jeu égal. Les tours précédents, que ce soit l'Olympique et 20, les Trèmes, ça jouait aussi en D1, donc ça jouait au-dessus de nous. Donc là, ça reste une D1, Marne-les-Mines, voilà, une équipe qui est athlétique. Maintenant, sur un match, tout est possible, il n'y a aucun problème. De toute façon, on va s'y préparer pour se mettre dans les meilleures conditions et remporter le match. La saison est finie pour le basket club liévinois qui finit à la 3e place du tournoi de National 3. Et oui, ce week-end, Liévin a disputé le dernier carré du tournoi final du championnat de France de National 3 en basket. Éliminé en demi-finale par les Golden Lions de Martinique, les joueurs du président Dominique Malbranc ont eu de la ressource et ont pris la 3e place du tournoi en battant Villeneuve-sur-Lot sur le score de 70-60, bien aidé par les 16 points d'Arnaud Salon. Le BCL a le regard tourné vers la saison suivante et des changements sont annoncés, notamment au niveau de l'effectif. Les Liévinois évolueront la saison prochaine en National 2, c'est-à-dire la 4e division française. Enfin, en handball, les carabiniers de Billy-Montigny terminent la saison en queue de peloton. Et on pourrait même dire qu'ils terminent la saison en queue de poisson. Ils avaient démarré très fort pourtant, mais Billy-Montigny a perdu le défi physique sur cet exercice 2017-2018. Pour le dernier match de la saison, les Rouges et Blancs se sont inclinés d'un petit but, 34-33, face à Villemomble dans leur fidèle salle Othello Troni. Au classement, les carabiniers prennent la 8e place et joueront bien la saison prochaine en National 2. Merci Fred pour ce JT Sport. Merci à toi Valérie. On souhaite bonne chance à l'équipe de Arnes. Bien sûr, en football. Qui va, on espère, ils vont gagner dimanche. Et on rappelle que c'est dimanche à 17h30 au stade municipal de Saint-Goël. Voilà, c'est terminé. On retrouve tout de suite Nathalie pour l'agenda culturel. Nathalie, les journées sont plutôt longues et le temps est plutôt beau. Qu'as-tu à nous proposer pour ce week-end ? On débute cet agenda avec le concert de l'harmonie de Noyelles-sous-Lens ce vendredi à 20h30 au Centre culturel Évasion. Concert de musique de l'infanterie organisé dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18. Un agréable moment à passer avec des musiciens de grande qualité. Le mois de juin est synonyme de fête de fin d'année dans beaucoup de communes. Oui, et on commence avec celle de l'espace sportif Ladoumègue à Méricourt qui vous accueille le samedi 9 juin dès 20h pour le gala de l'école municipale de danse. Un gala de danse sous forme d'abécédaire dansant qui remporte chaque année un véritable succès. Nous vous en parlions la semaine dernière, la constellation imaginaire de culture commune a débuté. Oui, embarquez jusqu'au 16 juin pour la 4e édition de la constellation imaginaire dédiée à l'art dans l'espace public. Cette proposition de culture commune scène nationale du bassin minier vous conduira de Violaine à Anzin en passant par Lens et par Los-en-Goël, notamment le week-end du 15 et 16 juin, avec un programme très riche que vous pouvez retrouver sur le site de la scène nationale.
On continue avec du carnaval. Un incontournable au Louvre-Lens, ce vendredi 8 juin à 20h30, on se retrouve à la Seine pour le bal costumé sur la thématique Princesse, Prince, Perles et Moustaches, l'occasion de faire la fête dans un cadre somptueux qui est celui du Louvre-Lens. Et on termine avec du rire à Grenay. L'espace culturel Ronnie Cooter de Grenay accueille le dimanche 10 juin dès midi pour son barbecue de clôture de fin de saison avec en prime à 15h le spectacle d'Alex Vizorek. Alex Vizorek est une œuvre d'art. Merci Nathalie pour cet agenda très éclectique. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine ou tout de suite sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. À très bientôt sur Télégoël.